Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur France 3 Corse via Style pour un nouveau numéro d'Inquiest, un magazine de la rédaction consacré à une question qui, on le verra, est récurrente au sein de la société insulaire. Existe-t-il une mafia en Corse? Système mafieux, pré-mafieux, paramafia, organisation criminelle, grand banditisme. Que se cache-t-il derrière ces termes? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre ce soir dans Inquiest avec trois invités. Au-delà de la sémantique, on évoquera également aussi les moyens de lutte et l'état des lieux en Corse, en France et plus largement en Europe avec nos trois invités qui sont avec nous ce soir. Bonsoir. Fabrice Rizzoli, bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, responsable de l'antenne européenne de l'association anti-mafia Flair, et auteur du petit dictionnaire énervé de la mafia. Merci d'être avec nous. Fabrice Rizzoli, ces jeux autour de la mafia, la difficulté de nommer, utiliser ça comme un rempart pour ne pas dire la vérité, est-ce que c'est une spécificité à la Corse ou est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs? Non, en Italie, les enquêtes démontrent que depuis 150 ans, les pouvoirs politiques et autres types d'associations peuvent utiliser le mot mafia pour décrédibiliser son adversaire. Pour autant, je crois qu'aujourd'hui, si c'est vrai pour la Corse, l'enjeu, de manière générale, c'est de savoir de quoi on parle. Donc, en ce qui concerne la définition du mot mafia, je suis assez d'accord sur une chose, il est trop vulgarisé, il est trop employé. J'ai déjà vu dans un journal que 3 postiers de la Poste qui s'unissaient pour voler du courrier formaient une mafia de la Poste. Plus sérieusement, grâce à l'Italie et ses sources, etc., le phénomène mafieux est très connu, très utilisé, c'est très transparent. Alors, comment on le définit? En Italie, une organisation, peu importe qu'il soit ultra structurée, mais une organisation qui utiliserait la violence systémique, érigée comme un système rationnel. Une organisation qui créerait chaque jour du consensus social en attribuant des faveurs. Un rendez-vous chez un spécialiste, une accélération pour un permis de construire. Une organisation qui aurait pour but d'accumuler le capital énormément, illégal, mais vraiment en tout de suite le réinvestissant dans l'économie légale. Ça, c'est une spécificité des mafias. Une organisation qui, en plus, aurait un concept fondamental... Ces critères, on est d'accord. Je pense, oui. Qui aurait surtout une notion de contrôle du territoire sur un quartier donné qu'il mettrait en coupe réglée, soit par la pratique systémique du racket, soit en ayant toutes les informations qui s'y passent. Et éventuellement une dimension transnationale, la capacité de faire voyager de la drogue, etc., mais qui n'est pas le fondamental. Quand ces conditions toutes sont réunies, on peut parler de mafia. Je sais que ça paraît un petit peu scientifique, comme ça, etc. Quelle est la place de la relation avec le politique à ce moment-là? Elle est fondamentale dans le consensus social et dans l'idée qu'on peut faire émerger un corps social qui s'appelle la bourgeoisie mafieuse. C'est-à-dire cette idée que les mafieux en Sicile ne sont que 5500 sur 5 millions d'habitants. Simplement, chacun d'entre eux un vaste réseau de complicité, à la fois chez les pauvres gens... Vous en parlez, on va voir ce que dit le juge Choquet sur cette affaire, le fameux juge Choquet, je dirais, puisque c'est lui qui est à la tête de nombreux dossiers. Donc il dit la Corse, récemment dans Corse Matin, n'est pas encore un système mafieux qui suppose un système politique gangréné où l'État serait lui-même compromis. Le juge Choquet à la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée, dont on va reparler. Donc l'État n'est pas compromis, c'est ce qu'il dit, on n'est pas en situation mafieuse. Pour moi, sa définition n'est pas la bonne. Il nous dit qu'il n'y a pas de système mafieux en Corse, je ne dis pas qu'il y en a, parce que il faudrait que l'État soit gangréné. Mais c'est pas ça la réalité en Italie. En Italie, ce sont des mafieux qui ont de nombreux référents politiques avec lesquels ils peuvent dealer. Mais en Italie, les carabiniers, les juges, les acteurs sociaux font leur travail sans que toute la société soit gangrénée. Pour autant, on fait aussi des enquêtes sur des policiers qui ont donné des informations à des mafieux. Il y a aujourd'hui, dans tout le champ politique d'ailleurs, ça n'épargne malheureusement personne. Il y a des gens... L'État ne serait pas encore gangréné. Et puis dans le reportage, on voit qu'un ministre de l'Intérieur a accordé l'ouverture d'un casino à un ami qui est plus ou moins dans un réseau. Et là, vous citez qu'il y a des référents, etc. C'est-à-dire, vous voyez, une fois encore, pour moi, le magistrat instructeur Choquet ne prend pas la bonne définition. Il se pourrait finalement que l'État soit plus gangréné qu'il le dit. Et pourtant, ça ne serait pas de la mafia. C'est vraiment la mafia, c'est vraiment un phénomène complexe. Il y a un volet dans cette affaire où on accuse un financement de campagne par la suite. Par exemple, c'est la nouvelle proie, je dirais, du grand banditisme. On a parlé du BTP, de l'immobilier notamment. Oui. Le grand banditisme, même si c'est pas de la mafia, à partir du moment où il accumule illégalement du capital illégal, de toute façon, il est obligé de blanchir. Il faut vraiment le rappeler. C'est-à-dire, à un moment, les bandits doivent se retrouver devant un magistrat et ils doivent justifier
de l'origine de leurs fonds. Alors ils achètent des sociétés, se mettent dans la société et disent « Monsieur le juge, moi je suis un honnête entrepreneur ». Une fois encore, ça c'est le système de prête-nom qu'on a bien connu ici notamment. Attendez, oui, la première étape, c'est quand même de ne pas avoir de prête-nom et d'être soi-même un entrepreneur. Car il faut d'abord dire au juge, moi, je suis un honnête entrepreneur et j'ai pas une grosse maison que je ne peux pas justifier les fonds. Bon. Mais ça, une fois encore, c'est une particularité de tout le crime organisé dans le monde. Et ça ne veut pas dire que c'est mafia automatiquement. Par contre, si on arrive à prouver que ce crime organisé en plus a beaucoup de commandes publiques du fait de complicité avec la police et qu'il y a de la violence programmée, en gros c'est je tue le concurrent pour pas qu'il ait le même marché public que moi, là on commence à rentrer dans un phénomène mafieux. Oui, alors je sais pas, moi la situation en Corse, pour moi on manque énormément de sources transversales, de sources universitaires. Pour dire, vous êtes venu plusieurs fois dans le cadre de la caravane anti-mafia. C'est pas la première fois que vous venez en Corse non plus. Non, c'est pas la première fois que je viens en Corse, mais comme je connais aussi la sensibilité corse, je ne peux pas me présenter comme un spécialiste de la Corse, parce que il faut vraiment remettre les choses à leur place. Par exemple, je sais que la mafia sicilienne n'est pas aux portes de la région, elle est dans la région. Et comment je peux vous le dire? Parce que la justice italienne a condamné le président de la région Sicile, Toto Cuffaro, et qu'aujourd'hui il dort en prison. Et qu'on a prouvé qu'il avait aidé un mafieux en lui disant qu'il avait des micro-espions lorsqu'il sortait de prison. On reviendra dans une autre partie, je crois, sur les moyens de lutte. Et c'est là que l'on pourrait vraiment, si on améliorait ça, se rendre compte de la situation corse. On n'a pas assez d'informations, vous dites. De sources transversales, etc. On pourra y revenir. Juste un tout petit point. L'idée de la dangerosité quand certains gangsters, voyous, comme vous dites, rentrent en politique, c'est vrai que pendant longtemps en Italie, on a considéré que le mafieux n'avait pas besoin de rentrer en politique. Parce que chacun son métier, il a le référent. Et surtout, le mafieux veut parler d'égal à égal. Donc c'est peut-être une donnée. Ça facilite sans doute la captation des marchés publics, puisque le politique est décideur. Non mais ça facilite, mais pour une fois j'irai dans le sens que la Corse ne serait pas encore sous la proie de la mafia, parce que si le gangster cherche à rentrer sur une liste électorale, c'est qu'il n'a pas encore suffisamment de référents vraiment stables pour être tout le temps en communication pour avoir les appels d'offres, si vous me suivez. Alors, on va passer à la deuxième partie, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on va un petit peu aller au-delà des frontières de la Corse pour évoquer la situation de la France et plus largement de l'Europe. Alors, les services de renseignement évoquent notamment en Corse des allées-venues de responsables de la mafia russe, sans pour autant dire qu'ils investissent ici. Ils le font a priori d'après les mêmes sources sur la Côte d'Azur. C'est aussi le cas de la mafia italienne. Est-ce que s'il n'y a pas de mafia française, on peut parler de mafia en France quand même? Ah oui, alors c'est l'autre débat, c'est qu'est-ce qu'est la situation française sur la pénétration des autres mafias. Le problème, c'est que, si je prends l'exemple de la mafia italienne, ce sont 30 mafieux de haut rang qui, ces 30 dernières années, ont été arrêtés en France, plus particulièrement sur la Côte d'Azur. Mais donc, les sources nous disent que en 1980, 2 boss de très gros calibre de la mafia calabraise débarquent sur la Côte d'Azur, et en particulier à Antibes-sur-les-Pins, une ville qui m'est chère, et fondent des familles mafieuses. Pour autant, les objectifs, quand les mafieux arrivent ici, et c'est valable pour vos mafieux russes, ne sont pas les mêmes que lorsqu'ils sont chez eux. Soit ils fuient les luttes internes dans leur pays. Faut pas oublier que les gens s'entretuent dans le crime organisé et que parfois c'est mieux d'aller se mettre au vert. Donc on va se mettre au vert dans un pays étranger. Soit ils sont là pour se replier face à la répression, et comme l'Italie fait bien son travail face aux mafieux, il y a beaucoup de mafieux italiens qui sont tranquilles ici en France. Soit ils viennent blanchir. Parce que la France est un pays de blanchiment, ça a été déjà prouvé par la commission de lutte contre le blanchiment, Payon, etc. Donc on a vraiment une préoccupation dans ce domaine. Et on reparlera des moyens de lutte. Ça nous renvoie aux moyens de lutte qu'on évoquera dans la dernière partie. Oui, vous voyez les exemples de blanchiment dans les secteurs dont vous parlez. C'est parce qu'il faut enlever certains stéréotypes au crime organisé à la mafia. Il y a des choses qu'ils ne savent pas faire. Ils ne contrôlent pas tout. Et dès que c'est compliqué, dès que c'est de la technologie de pointe, ou dès qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre à gérer, ça, ils ne savent pas faire. Donc, où ils vont, il y a un profit. D'abord, où on paye en liquide pour pouvoir blanchir. L'Horeca, hôtel, restauration, café. Ensuite, ils vont dans les secteurs assez faciles, où on peut avoir des appels d'offres. Et j'insiste encore une fois sur la complexité. Les mafieux ne construisent pas des immeubles partout, etc. Souvent, ce sont des promoteurs, alors, ou soit c'est le public, soit c'est les promoteurs privés, qui n'ont pas de rapport avec la mafia, et souvent qui font pas attention, qui vont au moins offrant, et ils donnent un appel d'offres sur le terrassement. Par exemple, moi je reviens d'une enquête à Menton,
où le problème, ce n'est pas que les promoteurs sont pourris, ou etc. Ça marche pas comme ça. Ça parce que sur certains haltofs, ils n'ont absolument pas fait attention et ils ont donné le terrassement, en l'occurrence, à des clans de la mafia calabraise. Et aujourd'hui, la communauté d'agglomération de la Riviera française, le bâtiment est abrité dans un immeuble où le clan Pellegrino a fait le terrassement. Juste à côté, il y a la maison de la justice. Vous voyez, il n'y a pas qu'en Corse qu'il y a des choses cocasses parfois. Donc, mais une fois encore, revenons à la complexité. Ils n'ont eu que le terrassement. C'est déjà énorme, ça fait déjà peur, il faut lutter contre ça, mais ils n'ont pas tout construit. Rapidement, sur les liens, on l'évoquait déjà dans le rapport Le Gras, entre la brise de mer et la Russie et les bandes russes. Pour vous, il est établi, et est-ce que vous parliez tout à l'heure de la capacité de s'externaliser? C'est un des problèmes que vous souleviez? Alors, je ne peux pas parler de ça parce que je ne m'y connais pas et je ferai un tout petit reproche à la police française en général. Le jour où ils auront décidé de communiquer, le jour où ils auront décidé de dialoguer avec des experts. Moi aujourd'hui, il y a un centre qui a été ouvert exprès pour faire de la veille sur les mafias qui s'appelle le CIRASCO. Aujourd'hui, quand on veut avoir une interview de son directeur, il faut parler par le service d'information de la police nationale, qui ne vous répond pas. Donc, comment voulez-vous que la société civile puisse s'imprégner de ce sujet? La police garde tout, ne veut rien donner, etc. Sur les joint ventures, c'est-à-dire là, par contre, il y a des affaires, grâce à la justice, on se rend compte que les corsos marseillais, les Corses, c'est la Corse, c'est Marseille, etc., font des joint ventures avec certains mafieux russes, encore qu'on n'a pas énormément d'affaires, qui sont allés au bout, en revanche sur des parties de drogue. Il apparaît évident que les mafieux calabrais qui sont en contact direct avec les cartels colombiens peuvent faire arriver une certaine quantité de cocaïne à Marseille et que s'il y a ce qu'on appelle un tour de table. Et des corsos marseillais, des gangs des cités, etc., se mettent autour de la table, chacun met 250 000 euros, la tonne arrive et après on partage. Et là, il y a eu quelques affaires de jugés dans ce domaine. Et oui, c'est inquiétant et oui, il faut lutter contre ça. Mais c'est toujours plus complexe qu'il n'y paraît. Alors ça va nous ramener aux moyens de lutte. On parlait notamment de l'Italie qui est en pointe, qui est citée comme exemple pour lutter contre la mafia, bien sûr, et on comprend pourquoi, un sert de pays. Les décisions, notamment récentes de la Commission européenne, comme celle du 12 mars dernier, vont d'ailleurs dans ce sens. On met en place la saisie des biens issus et produits du trafic, qui sont notamment, et déjà en Italie, mis après à disposition notamment des aides sociales ou de la jeunesse. Il y a aussi le fameux statut de repenti. Alors, est-ce que c'est l'exemple à suivre, Fabrice Rizzoli? Bah oui, alors là, vous tapez dans mon domaine de compétences parce que je représente une ONG qui s'appelle Flair, qui donc effectivement représente comme Libera en Italie l'antimafia en Europe. Et une de nos grosses missions, c'est de faire du lobbying, clairement comme je fais là à ce moment, sur la loi de confiscation et de réutilisation des biens en crime organisé. Mais vraiment, retournons à la complexité. Le magistrat instructeur hier dans son interview dit: il faut rattacher ces possessions illicites à des infractions. C'est beaucoup, c'est très long. Voilà où est le point d'achoppement. La confiscation ne doit pas être pénale. Personne ne le sait, mais elle est pénale. Donc la présomption d'innocence est absolue. Je ne vais pas vous prendre votre maison, puis peut-être prouver dans 10 ans que vous l'aviez achetée avec des fonds illégaux. Non. En Italie, on a inventé l'association mafieuse. Il faut faire pareil en France, l'association criminelle au moins. Quand ces gens ont été prouvés appartenant à une association, tous leurs biens peuvent être saisis et c'est à eux de faire la preuve qu'ils l'ont acheté avec des fonds illégaux. Et donc on saisit, ces 18 derniers mois en Italie, 18 milliards d'avoirs. 6 milliards d'avoirs ces 18 derniers mois. En France, c'est 300 millions. Ça change tout. Et ça, c'est frappant même en termes de communication, ça a un effet... Mais parce que ces 6 milliards, même si ils ne sont pas toujours réutilisés, c'est le deuxième volet, au moins ils sont enlevés à la mafia. Et on le sait, les mafieux détestent ça. Ils le disent. Monsieur le juge, moi, les comptes avec l'État, je les règle avec la prison, comme une épreuve de virilité. Mais pourquoi vous prenez mes biens que j'ai acquis avec la sueur? Vous voyez, ils détestent ça. Il faut faire ça en France. C'est une humiliation pour eux. C'est une humiliation, ça leur retire le consensus social. C'est dur d'entendre quand même que c'est une juridiction d'exception, parce que je préférerais que ce n'en soit pas une. Pour être très clair, pour moi, la GIRS sont un progrès. Puis, excusez-moi, ça vient d'Italie. D'abord, c'est la collégialité. Il y a plusieurs magistrats. À l'origine, ça a été inventé en Italie parce que comme ça, quand on tuait un magistrat, les autres pouvaient continuer l'enquête. Et du coup, les mafieux disaient, on va pas tuer tous les juges. Bon, le pool
de magistrats. Deuxièmement, c'est une mentalité et une culture qui va se développer chez les services d'enquête, parce que je rappelle que le point fort de la GIRS, c'est la collégialité des services d'enquête. Normalement, il y a des gendarmes, des policiers, des services des impôts, etc. C'est ce qui se passe en Italie lorsque les policiers sont à disposition des magistrats pour l'antimafia et qu'il y a les carabiniers, la police et la garde des finances qui travaillent ensemble. Après, on pourra faire des critiques sur ont-ils les moyens, la GIRS. Voilà. Parce qu'il semblerait que ce soit théorique. Mais sincèrement, je ne préférerais pas que ça soit une juridiction d'exception. Je préférerais que ça soit quelque chose de spécialisé et que juridiction spécialisée. Oui, exception pour les. Voilà. Mais exception pour ceux qui sont hostiles à agir. Mais je préférerais pas que ça soit exceptionnel. Je préférerais que ça soit la réponse à un phénomène qui s'appelle le crime organisé. L'autorité judiciaire dit on est en train simplement de rattraper le décalage qu'on a avec la police qui est déjà organisé en pôle spécialisé. Par exemple, je suis assez d'accord, mais une fois encore, il y aura plein de modifications apportées à la GIRS, comme par exemple, écoutez bien, en Italie, les policiers, une fois qu'ils choisissent d'être dans l'antimafia, ils sont sous responsabilité du magistrat pour leur carrière. Ça évite les situations, lorsque le juge Alphen demande à un policier de perquisitionner chez l'épouse Tiberi, qu'il refuse. Parce qu'il sait que sa carrière dépend du ministère de l'Intérieur et qu'il peut avoir des problèmes. Les policiers doivent être volontaires, accepter d'être sur l'autorité d'un magistrat indépendant et faire de l'antimafia. Et là, ils se régaleront. Vous comprenez? Et ensuite, le magistrat, lui aussi, doit être indépendant. Parce que là, le magistrat instructeur, ça va à peu près, encore que, mais les procureurs sont nommés en France par le ministre de la Justice et les procureurs généraux en Conseil des ministres. Et je rappelle que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ça. Donc, c'est pas la GIRS en soi, son institution, c'est tout ce qui doit être transformé autour pour qu'elle devienne une juridiction vraiment adaptée à la lutte contre le crime organisé. Alors, vous disiez tout à l'heure, il faut définir, puisque le code pénal français ne le prévoit pas, une association de malfaiteurs mafieuses. En gros, vous pensez que malgré donc, les directives européennes, on va dans ce sens, mais c'est à quelle échéance? Ben ça, je sais pas. Moi, je ne suis pas dans le point. Non, mais dans le cadre du débat, par exemple, présidentiel. Dans le cadre de. Mais écoutez, moi, j'ai transmis. Le Flair a transmis aux candidats à l'élection, enfin à 3 d'entre eux, un dossier pour faire la confiscation-réutilisation. Donc, libre à eux de s'en servir. Non, l'idée, c'est qu'on doit créer un délit qui montre que ces gens sont vraiment groupés sur le long terme, qu'ils utilisent la violence programmée, etc. Pourquoi? Parce qu'une fois, ça va permettre de sortir du stéréotype. Et je vous donne un exemple. Avant, on croyait que l'Italie du Sud, la mafia, c'était que l'Italie du Sud. Et comme on a inventé le délit d'association mafieuse et qu'on a commencé à faire des enquêtes en Sardaigne et dans le Nord, ben tiens, on a condamné des gens en Sardaigne et dans le Nord pour association mafieuse. Donc il y a bien de la mafia en Sardaigne et dans le Nord. Par contre, ce n'est pas la même le degré. Évidemment, il y a quelques condamnations en Sardaigne et il y en a des centaines en Sicile. Et peut-être que donc on aurait ici en Corse une vraie appréhension. On aurait quelques condamnations pour association mafieuse, pour la brise de mer, et le reste ne serait pas de la mafia. Alors pour s'emparer, ça doit passer par là, le sursaut doit être avant tout citoyen, précédé. On ne fera rien contre la population. Oui. Ou est-ce que c'est l'État et sa politique qui peut engendrer... C'est lié. Alors, les deux, c'est toujours pareil avec les phénomènes complexes. Les deux, la population corse, mais je crois quand même, pour avoir un petit peu fréquenté, je crois quand même qu'il y a parfois une certaine maturité qui pourrait permettre ça, mais c'est quand même à l'État et aux responsables politiques de créer les conditions de l'émergence des sociétés croisées. Dans le reportage, ces grandes manifestations après l'assassinat du préfet. Et donc je donne là un outil, et on revient sur la confiscation, parce qu'on a parlé de la confiscation administrative. Une fois que les biens sont confisqués, ils doivent être réutilisés à des fins sociales. En Italie, la maison de Totorina est un lycée agronome où les jeunes Siciliens vont apprendre l'agriculture. En Corse, lorsqu'on saisira des biens au clan, aux voyous, comme vous dites, il faut que l'ancien bar X devienne un centre d'accueil pour migrants. Il faut que l'entreprise X soit récupérée et donnée à une coopérative sociale. Aujourd'hui, vous allez à Paris, il y a un magasin qui s'appelle Eticando qui vient d'obtenir le droit de commercialiser les produits qui sont faits sur des terrains saisis à la mafia et où des jeunes en difficulté avec un programme social font du vin, des pâtes et de l'huile. Oui, donc, ça aurait un effet en termes de communication et d'impact. Et pourquoi? Parce que pour une fois avec ça, pour la première fois, le crime ne paie pas. Pour la première fois, lorsque vous saisissez un bien et que vous le redonnez sur le territoire, les Corses sont attachés à l'idée territoire, il ne faut pas donner le bien saisi, il ne faut pas qu'il aille dans les caisses de l'État et qu'il disparaisse dans les méandres des ministères. Il faut que sur le terrain, le peuple corse, quand il se balade, il se dise « Ah, là on l'a pris au voyou et maintenant c'est à moi ». Et ça change tout. L'État ne peut pas tout faire. C'est par là que c'est passé aussi en Italie, Fabrice Rizzoli.
Ça a été compliqué aussi dans ces Alors, régions. l'Italie, c'est réglé. considéré comme un État faible. C'est pas faux par rapport à l'État centralisé, jacobin, etc. Donc, du coup, comme l'État est faible, la société civile s'est mis dans la brèche. Donc, beaucoup l'antimafia est venue de la société civile, mais elle est venue de la société civile qu'on n'imagine pas. Par exemple, on parle de Corleone, capitale de la mafia. Sauf qu'on ne sait pas que c'est la capitale de l'antimafia. On ne sait pas qu'en 1880 et en 1910, les paysans luttent pour l'appropriation de la terre et se battent déjà contre les grands propriétaires terriens et les mafieux. Et ils sont assassinés, ce qui cause l'immigration vers les États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que ça passe par la société civile, mais tous les pans de la société civile. Pas seulement la marche silencieuse, mais aussi tous les corps intermédiaires. Il n'y a pas de raison que les médecins ne défendent pas l'accès aux soins pour tous, parce que sinon, il faut passer par un intermédiaire pour avoir un rendez-vous chez le spécialiste. En tout cas, c'est ce qui se passe en Sicile. Et le sous-développement économique, bien sûr, le terreau principal, Oui. c'est dans le rapport de la commission violence, ça passe par là aussi. Oui, alors, il y a un terme plus subtil, c'est le sous-développement organisé en Italie, ou administré. Et du coup, il y a plus de parallèles à faire avec la Corse, parce que quand on voit la Sicile... Ah, Fabrice Rizzoli, vous êtes l'auteur du Petit dictionnaire énervé de la mafia, c'est aux éditions L'Opportun, et c'est signé donc Fabrice Rizzoli.